Alors j'explique pourquoi avec Gérard Loton, vous connaissez, maintenant avec Gérard ça suffit, pourquoi on a pensé qu'il était utile, en une demi-heure maxi, de présenter un peu des variantes de l'EPCC, et ces thèmes seront repris éventuellement, bien sûr, dans les ateliers. Mais là, c'est juste pour que tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas choisi cet atelier, soit un peu au courant de ce qui se fait dans le groupe, entre autres PCC, des GESCO. Donc il s'agira de présentations très succinctes. Alors, dans l'ordre, je dis bien très succincte, là je vais jouer le rôle de gendarme, hein, c'est-à-dire si ça dépasse, on ne s'en sortira pas. C'est juste, il faut en quelques mots dire de quoi il s'agit. Et ce sera repris, je me répète un peu, éventuellement, dans les ateliers. Et les productions. Voilà, merci Gérard. Alors je crois dans l'ordre, et à Corinne. Oui. Non, mais 5 minutes. Alors Corinne, c'est présentation, un rappel, c'est marqué, de l'EPCC, et quelques mots sur la remédiation. C'est surtout ça aussi. Parce que la présentation de l'EPCC, mais vas-y. Bon alors, je pense que certains ne sont peut-être pas tout à fait au clair avec vraiment ce qu'on appelle l'EPCC, puisqu'on n'a pas eu l'occasion beaucoup de le faire. Donc André m'avait demandé de faire un point précis. Donc l'évaluation par contrat de confiance, c'est donc mis en place depuis 2005. Il s'agit de donner une liste aux élèves très précise, avec genre numéro 42, des points qui ont été vus dans la phase qui sépare 2 évaluations. Alors des travaux, des devoirs maison, des points de cours. Donc de toute la masse qui a été faite avec les élèves et corrigée surtout, on extirpe une quantité de cours, de notions, d'exercices, de travaux que l'on met sur une liste. On leur donne une semaine. Alors je l'explique vraiment dans la façon originale, enfin c'est-à-dire de l'origine. Donc on la donne aux élèves une semaine à peu près avant l'évaluation, et donc on leur affirme, c'est ça qui est très très important, que 15 ou 16 points porteront à l'identique sur la liste. C'est très fort, c'est ça qui est très difficile à faire passer au niveau des collègues. À l'identique, hein, si je vois en maths, moi par exemple, 3x plus 5 égale 2, je mets 3x plus 5 égale 2. Il faut y aller. Alors ensuite, une heure avant, alors il reste 4 ou 5 points qui sont, comme d'habitude, c'est-à-dire des exercices qui n'ont pas été corrigés, mais qui bien sûr ressemblent à ce qu'on a fait, puisque sinon aucun ne saurait le faire. Hein. Et une heure le plus proche, le plus près possible du contrôle, de l'évaluation, on fait une heure de questions-réponses, où les élèves arrivent avec leurs questions qui portent sur la liste. Donc, l'idée est de les rassurer et de les encourager à réviser, puisque les résultats sont unanimes. Les élèves se mettent à réviser de façon spectaculaire, puisque c'est un peu comme le code de la route. Ils ont la certitude de retrouver les exercices qu'ils ont travaillés. Alors, moi, au niveau de l'EPCC, ça va. Bon, vous direz si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, André, vous voulez que j'ai fait une remédiation. Ça m'a beaucoup plu ce matin. Il y a quelqu'un qui a un petit peu parlé de ça, soit quelqu'un en fac, je me rappelle plus trop. Ça ressemblait un peu à ce que je faisais, ce que je fais moi. En plus de faire le PCC, donc depuis 2005, avec des résultats qui me satisfont, mais totalement, qui me donnent vraiment le rôle dont je rêvais de partenaire, je suis allée plus loin. Et je propose même aux élèves, et je vais vous présenter aussi un peu les écueils, puisqu'il y a toujours une autre version. Je leur propose de refaire le contrôle si leurs résultats si les résultats ne sont pas encore assez satisfaisants. Si vous voulez, c'est tellement une méthode qui porte ses fruits. Si l'élève prend ses cours, ses notes et travaille, c'est tellement envisageable pour les élèves d'y arriver que pour ceux pour qui la note n'est pas encore à la hauteur de leurs espérances, c'est-à-dire par exemple un élève qui aurait encore 9, c'est plus tellement normal d'avoir 9, c'est rare maintenant. Alors 2, j'en parle même pas, mais un élève, je leur propose moi de le refaire avec la même liste.
pas le même contrôle, hein, mais de reprendre la même liste de révision, et je leur repropose. Alors là, il faut avouer que là, les résultats sont encore évidemment plus spectaculaires au niveau des hausses de notes. Alors l'écueil, c'est pour ça que je le présenterai jamais quand j'accompagne André dans les conférences. Pourquoi ? Là, autant EPCC, ça ne demande pas plus de travail aux professeurs, c'est juste une philosophie à acquérir, une organisation. Autant ça, c'est très chronophage. Pourquoi ? On a déjà tellement de copies que ça nous donne des copies supplémentaires. Pourquoi ça me donne des copies supplémentaires, surtout ? C'est parce que même les élèves qui ont 12, 15, 16, 19 se disent « Je refais, madame, je refais ». Et ce qui fait que c'est horrible, je suis engloutie sous les candidats. Alors qu'au départ, je voulais vraiment aider les élèves qui avaient 9, 10, ça me fait mal au cœur. Et tout d'un coup, et je me suis dit, alors je finis juste parce que c'est vraiment très important. Au départ, je me disais, ceux qui n'ont pas la moyenne, d'accord, ils repassaient. Et l'élève sérieux, tout d'un coup, il a 16, et l'autre qui avait 11, il dit, mais moi, madame, c'est pas juste, j'ai 11, l'autre a 16. Ce qui fait que c'était horriblement le contraire de ce que je voulais. Donc je disais, allez, toi aussi tu peux le passer. Du coup, ils s'inscrivent tous. Donc je me retrouve avec une masse de copies. Donc je reconnais que j'ai beaucoup ralenti ça, mais c'est extraordinaire comme effet. Et alors du coup, pour les collègues qui disent que le poids de la note est important, là j'avoue que là le poids de la note est monstrueux. Alors bon, je vous présente ça parce que ça marche tellement incroyablement que c'est bien, mais bon... Voilà. Elle présente ça aussi parce qu'on voulait qu'elle en parle, parce qu'on a une solution en 2 mots. Parce qu'effectivement, c'est un écueil. Et là, vous allez voir qu'il y a un lien entre les notes et les compétences. C'est-à-dire que là, effectivement, la solution, ce serait la suivante. Les élèves qui ont plus de 10, admettons, ou plus de 12, je sais pas, il faudrait le fixer, ben, n'ont pas le droit à repasser cette remédiation. Et ceux qui ont moins, parce qu'effectivement, comme l'a dit Corinne, ça fait bizarre, quelqu'un qui a 6 et qui se retrouve avec 18, plus que celui qui avait 12 la première fois, eh ben, celui qui a 6, eh bien, au maximum, il a la compétence, ça fait penser un peu à la repêche au bac, il a la compétence, il a 10 ou 11, enfin, il faut fixer, mais c'est tout. Il peut pas avoir 19, quoi. On lui donne sa chance de sauver les meubles, voilà, si j'ose dire. Et en faisant ça, il y en aurait beaucoup moins qui s'inscriraient, donc ce serait beaucoup plus réaliste et ce serait faisable. Voilà, c'est ce. Merci Corinne, parce que comme ça, elle garde un souvenir, vous l'avez compris, pas très encourageant de cette expérience, elle voulait pas le faire. Alors maintenant, on passe à l'EPCC participatif. Grégory. Mais tiens un micro, hein, tiens, la deux mains. Il marche là ? Alors tiens. Voilà, ça va être mieux. Donc, vous présentez différentes variantes de l'EPCC. Donc, moi, je travaille avec André Corinne depuis 6 ans. Et il y a eu un moment où on a eu besoin de se rassurer. C'est-à-dire qu'on s'est demandé si on n'était pas dans le surétayage des élèves. Et on s'est demandé si la compétence qui consiste à identifier dans un cours les éléments exigibles, si c'était pas une compétence à faire acquérir à nos élèves. Et à partir de là, on les a mis en îlot et on leur a demandé, donc moi je suis en SVT, de trouver les différentes questions possibles en termes de connaissances ou en termes de compétences pour le prochain contrôle. Et c'est né au départ d'une crainte. Et en fait, ça nous a énormément rassurés parce que non seulement on les a pas surétayés, mais on les a habitués à regarder le cours sous le prisme de l'évaluation. Et spontanément, ils se sont mis à organiser leur production telle que nous, quand je dis nous, c'est l'ensemble de l'équipe pédagogique où j'étais prof principal, telle que nous leur présentions depuis le début de l'année. Donc je vous montrerai des exemples de production d'élèves qui sont issus du niveau 4e, et vous verrez qu'au fur et à mesure des années, ils se sont même mis à les faire sous forme de carte mentale, enfin qu'il y a une vraie richesse, et on parlera aussi de la possibilité d'utiliser le numérique pour faire ces fiches collaboratives EPCC. Voilà. Merci Grégory. Quand tu dis on, tout le monde a compris. Ça veut dire tout à l'heure, dans une demi-heure, un atelier. Il va le présenter. Non, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure sur la remédiation, c'est que la remédiation, on peut la faire avec ou sans EPCC. Mais si vous faites la remédiation sans EPCC, avec le côté aléatoire,
d'un contrôle qu'on va reposer, c'est beaucoup moins efficace qu'une remédiation avec une liste donnée. C'est-à-dire que l'élève qui travaille, là, ça l'encourage à tenter sa chance pour le repasser. Donc, je considère que le PCC se prête bien à une remédiation au sens où je l'ai proposé, pour éviter l'écueil dont a parlé Corinne. Philippe, une expérience d'évaluation par compétence. Oui, bah, si tu veux, oui. Ah non, mais tu peux juste faire, j'ai pas vu. Là, tu vas le mettre. Ah, il y a un truc, d'accord. Oui, en fait, une vue, mais je ne sais pas si elle va vous apprendre grand-chose. Bon, en fait, donc dans le collège où je suis, depuis 2 ans, il y a un travail d'évaluation des compétences à partir du socle, et sans éliminer du tout la question de la note chiffrée. Simplement, cette note chiffrée est ramenée à une représentation des résultats de chaque élève s'agissant de la maîtrise des compétences. Voilà, je ne sais pas si c'est très explicite. C'est-à-dire qu'en fait, la note traduit en fin de période les résultats de l'élève en matière de réussite par rapport aux compétences. Voilà. Bon, ce travail-là, il illustre aussi un travail qui est engagé par une équipe de recherche du CNRS. Bon, vu le temps imparti, je ne rentrerai pas maintenant dans les conclusions de cette recherche, qui sont cependant très intéressantes. Alors, ce que je propose, ce serait qu'il puisse y avoir un lien avec le site pour renvoyer aux conclusions en question. Voilà, je pense que ça serait susceptible d'éclairer pas mal de personnes. Alors, l'important, c'est que bon, il n'y a pas d'effet miraculeux. Voilà, c'est pas parce qu'on travaille par compétences et qu'on évalue les compétences que forcément tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On reste toujours avec un certain nombre d'élèves en situation de difficulté, d'échec. Par contre, le gros avantage, d'une part, c'est que on prend davantage en compte la diversité des élèves. Et donc, sur le plan de l'avancée des pratiques, sur l'amélioration des pratiques des enseignants, on s'attache davantage à résoudre des difficultés rencontrées par certains élèves. On individualise un peu plus, voilà, le travail grâce aux compétences, grâce à l'évaluation des compétences. Et d'autre part, il y a un autre effet, alors là, qui est tout à fait évident en mathématiques. Pourquoi seulement en mathématiques, je ne pourrais pas vous le dire, mais le travail de la recherche montre dès cette année que les résultats par rapport aux performances obtenues par les élèves cibles dans les résultats au DNB en mathématiques ont été nettement meilleurs comparativement au groupe témoin. Et ça, c'est tout à fait frappant. Voilà, alors j'insiste pas lourdement. Ce tableau vous montre le travail qui a été fait par les équipes pour caractériser les niveaux de maîtrise de chaque compétence, de chaque degré. Vous voyez, il y a 4 degrés à chaque fois. Alors ça représente un travail collectif assez conséquent, sachant que tout n'est pas réglé avec ce tableau, c'est-à-dire que ça c'est simplement le résultat, en fait c'est ce qui va être communiqué à l'élève et aux familles. Hein. Et ensuite, évidemment, individuellement, pour chaque discipline, il y a, vous imaginez bien, un travail particulier à conduire pour décliner dans un certain nombre d'items chaque domaine étudié. Voilà, je m'arrête là. Très bien, Philippe, merci. Eric Gutkowski, qui est inspecteur d'éducation nationale, un pilier de notre mouvement. Une variante de l'EPCC pour l'inspection. Merci André. Oui, donc l'inspection des enseignants du premier degré s'apparente à de l'évaluation, bien sûr, et il me semblait difficile de ne pas essayer d'appliquer à moi-même, évaluateur, les principes que j'essaye de voir développés dans les classes par les enseignants auprès de leurs élèves. Donc, il s'est agi pour moi de transposer les principes de l'EPCC à l'évaluation des enseignants.
Alors pas seulement parce que il y a l'ensemble des aspects qui ont été évoqués sur la mise en place de l'EPCC pour les élèves, mais par rapport à quelques constats d'abord. Un rapport de l'inspection générale sur l'évaluation des enseignants et leur inspection, très récent, 2014, montre que l'inspection telle qu'elle est proposée aujourd'hui aux enseignants est à revisiter. Elle n'apporte aucun effet au système éducatif. Quand vous interrogez les enseignants, un sondage a été réalisé en 2014, 50% des enseignants disent que l'inspection ne sert à rien. Et c'est difficile de vivre un métier comme le mien en ayant l'impression de servir à rien. 75% d'entre eux trouvent que ce temps d'inspection est complètement inefficace parce qu'il n'y apparaît aucune dimension formative. Voilà, à partir de ces constats-là, j'avais deux solutions, ou je changeais de métier, ou je changeais de pratique. Alors j'ai opté pour le changement de pratique, c'est pas forcément confortable, mais extrêmement agréable. Donc ce que j'exposerai tout à l'heure dans le groupe, qui viendra réfléchir ou partager des expériences où je serai, c'est comment ça se passe, comment on peut changer de paradigme dans l'évaluation des enseignants, dont je rappelle quand même que l'évaluation a pour première mission de mettre en valeur. Voilà, donc comment mettre en valeur le travail des enseignants avec un postulat qui n'est pas simple, on l'a évoqué ce matin plusieurs fois, c'est celui d'accorder une confiance absolue en l'autre. Ça, c'est pas toujours simple. Il y a un autre écueil qu'il faut dépasser. Une évaluation d'enseignants, une inspection donc, rassemble de mon point de vue autant de l'évaluation formative que de l'évaluation sommative. Et on s'y ajoute aussi un vecteur particulier qui est celui du contrôle de conformité. Donc comment aborder cette complexité dans le cadre d'un contrat que l'on va passer avec l'enseignant, qui va se traduire par un thème qu'il va développer, par une problématique qu'il va travailler, accompagné par une équipe, et comment tout ce travail de transposition des objets de la recherche dans une pratique pédagogique de la classe peut devenir un élément à valoriser, valorisant, dans le cadre d'une inspection. Voilà, brossé très brièvement. Pour plus de détails, c'est le groupe tout à l'heure. Merci. Merci Eric. Alors maintenant, l'intervention qui suit, par un binôme, le président du concours commun Polytechnique MP. Ça montre bien que le PCC n'est pas réservé qu'aux élèves en difficulté ni qu'aux zones REP. Vous allez voir de quoi il s'agit. Et par, ça c'est Olivier Tual, et par Ludovic Détampes, c'était l'ancien président, c'est avec lui que ça va démarrer. Alors, tu commences si tu veux bien, Olivier. Ok, merci André. Donc, je vais présenter rapidement un témoignage, une expérience de PCC réussie. Donc, moi, je suis professeur à l'Institut national polytechnique de Toulouse. C'est une institution ayant statut d'université qui regroupe des écoles d'ingénieurs. Donc, moi, j'enseigne dans une de ces écoles d'ingénieurs. Et depuis 4 ans, je suis le président du concours MP des CCP. Alors, ça veut dire les concours communs polytechniques qui recrutent des élèves issus des classes prépa dans les écoles d'ingénieurs. Alors, quand j'ai pris mes fonctions à la suite de Ludovic, donc qui était l'ancien président avant moi, j'ai découvert l'existence d'une banque publique d'exercices de mathématiques pour les oraux des épreuves de mon concours, qu'avaient mis en place donc André et Ludovic avec le concours de l'équipe des examinateurs d'oraux.
Et donc j'étais agréablement surpris de l'existence de cette banque. Alors je vais vous décrire très rapidement comment ça fonctionne. Donc les élèves ont connaissance d'une banque d'exercices d'environ 130 exercices qui couvrent tout le programme des classes préparatoires de la filière MP. Et les élèves savent qu'ils auront, dans les 30 minutes d'épreuve orale, plus 30 minutes de préparation, ils auront la moitié de l'épreuve, un exercice sur 2, qui sera issu de cette banque. C'est-à-dire que pendant l'année, ils vont travailler avec leur professeur de classe prépa, cette banque d'exercices qui couvre tout le programme. Donc c'est aussi l'avantage, c'était réfléchi de telle sorte qu'on puisse ne pas faire d'impasse, enfin ça couvre tout le programme. Donc ils savent qu'ils vont être interrogés à 50% sur un de ces exercices. Et donc, ils travaillent de façon à être prêts pour l'oral. Et il se trouve que c'est très formateur. Alors, les programmes des classes prépa ont changé il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans. Et donc, moi, j'ai souhaité continuer cette expérience. Donc, j'ai encouragé l'équipe de mathématiques des examinateurs à poursuivre cet effort en aménagement cette banque en fonction de nouveaux programmes, ce qu'ils ont fait avec enthousiasme. Et dans le même temps, on a publié l'ancienne banque qui est ici, parce qu'il y a une préface de André, de Ludovic, qui explique la démarche pédagogique. Donc je vous encourage, alors c'est sur le site de l'INP de Toulouse, j'ai mis le lien là, je vous encourage à lire un petit peu ce qu'ont écrit Ludovic et André pour expliquer pourquoi ils ont construit cette banque. Moi, ce que je peux dire, d'abord, les enseignants qui font les épreuves orales sont très enthousiasmés par cette banque. Les élèves qui passent le concours sont très contents et surtout, les professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles sont, dans l'ensemble, la très grande majorité, très satisfaits de cette expérience. Donc je pense que c'est un exemple de réussite, d'évaluation de contrat de PCC, évaluation par contrat de confiance pour les concours. Alors, je suis en train de motiver les physiciens. Donc là, les matheux ont été éclaireurs. Donc là, les épreuves de physique-chimie vont s'y mettre parce qu'ils se disent, nous aussi, on va faire ça. Peut-être que d'autres concours nous suivront. Et alors, je vais conclure en disant que personnellement, j'ai découvert le mot EPCC à l'occasion de cette expérience et je l'applique maintenant à mes enseignements et j'en suis très content. Et donc j'encourage tous mes collègues à en faire autant parce que c'est vraiment une façon de faire travailler les élèves. Ils travaillent plus qu'ils ne travaillaient avant parce qu'ils savent ce qu'il faut travailler. Et donc moi je suis très, très content de cette expérience. Et donc si vous souhaitez discuter avec moi et Ludovic de l'EPCC dans l'enseignement supérieur, Ludovic enseigne aussi comme moi dans une école d'ingénieurs. Et donc on peut éventuellement interagir avec vous, échanger. Voilà. Merci Olivier. Ludovic. Très rapidement. Donc pour compléter la présentation de mon collègue Olivier, je vais donner une petite anecdote, donc un peu symptomatique d'une mauvaise utilisation de l'évaluation par contrat de confiance. Du coup, avant de mettre en place la banque avec André, j'ai fait ce que préconise André, c'est-à-dire j'ai fait une petite enquête. Donc auprès de collègues de certains d'entre vous, peut-être de professeurs de prépa, pour avoir leur avis sur une future banque publique, puisqu'il existait, tout le monde était au courant qu'il existait une banque privée qu'on renouvelait chaque année avec un certain pourcentage. Et j'ai demandé surtout à ces mêmes professeurs de prépa le nombre d'exercices qu'ils pensaient être suffisant pour rendre la banque publique. Dans mon enquête, le minimum d'exercices, le nombre minimum était 350. C'est pas complètement absurde, mais 350, c'est clairement une mauvaise utilisation de l'EPCC qui consisterait à dégoûter les étudiants parce que la banque est trop importante, donc irréalisable, même en 2 ans, d'apprendre et de connaître, parce qu'on ne peut pas apprendre par cœur, mais ça c'est d'autres... si vous vous intéressez à l'EPCC, vous savez bien que, surtout en plus des exercices d'entrée en école d'ingénieur, essayer d'apprendre par cœur les solutions de 120 exercices, c'est irréalisable. Donc voilà, une mauvaise utilisation, c'était juste pour parler de ça. Et pour les futurs enseignants qui utiliseraient cette EPCC, c'est la même chose, à plus faible
comment dire, enfin, pas avec 2 ans, mais uniquement quelques semaines de cours. Si vos listes de questions de cours, vous avez 40 questions de cours ou 40 exercices, il est évident que ça découragerait tout élève d'apprendre cette liste-là. Donc on a considéré que 120 était un bon nombre et en fait c'est pareil, les retours qu'on a des enseignants en classe prépa, des étudiants que je récupère en école d'ingénieur, ont tous l'air de dire que 120 c'est largement suffisant et presque nécessaire pour nous du coup pour couvrir la totalité du programme. Merci. Merci Ludovic, j'ajoute 2 petits points. Premier point, c'est que cette banque, en principe c'est pour l'oral, mais j'ai beaucoup de retours, personnellement, selon lesquels beaucoup d'élèves utilisent cette banque pour préparer l'écrit. C'est-à-dire que dans la mesure où ces exercices ne sont pas choisis au hasard, mais sont choisis de manière à balayer tout le programme des 2 années, en travaillant cette banque, ils préparent aussi l'écrit. Voilà, ça je voulais le dire parce que c'est important. Et puis un autre point, ça va peut-être me revenir. J'avais 2 points de précision. J'en ai dit un, c'est déjà bien. Ça fait 50% sur 2. Alors maintenant, le dernier point. Ah oui, non, je sais, ça me revient. C'est ce que j'appelle dans mes travaux la didactique de la chair. Ce qu'on apprend par l'intermédiaire de ces enfants. Ma plus jeune fille, l'an dernier, a passé ce concours commun polytechnique, section MP. Moi, j'interrogeais plus. Ça faisait 3 ans que j'interroge plus. J'avais contribué activement à la mise en place de cette banque. Et donc, j'ai dû la préparer. Vous savez que même quand les élèves travaillent bien, les parents donnent un petit coup de main quand ils peuvent. Incroyable le travail qu'elle a dû fournir, alors que c'est une très bonne élève, pour arriver à refaire les exercices de cette banque. Un travail fou, alors que je l'aidais, qu'elle connaissait. Donc c'est pour illustrer ce que disait Ludovic, avec 120, ça demande déjà énormément de travail. Alors avec 300, ça relève de la psychiatrie. Non. Ça d'ailleurs, c'est un travers que l'on dénonce, une mise en garde. Quand on met en place le PCC, il faut faire attention, il ne faut pas que la liste de révision soit démesurément longue, sinon ça n'a plus de sens. L'élève n'arrive même pas à faire tout ce qu'il doit faire. Alors le dernier point, une variante de l'EPCC pour les professeurs titulaires remplaçants. Alors, il y en a 2. Au fait, il y a pas mal d'articles sur ceux qu'on vous dit là qui sont sur le site. Que ce soit Eric, les titulaires remplaçants, vous reportez au site, vous trouverez des articles complètement rédigés. Alors, l'une, Marie-Thomas, est en congé de maternité, et l'autre a un empêchement, à titre personnel, ce qui fait que je vais en dire 2 mots. De quoi s'agit-il? Parce que c'est moi qui leur avais proposé un protocole. C'est-à-dire, titulaire remplaçant dans le primaire, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, ça dure 1 jour, parfois 2, le plus souvent 1. Et le plus souvent, bon, on est entre nous, on peut appeler un chat, ils font du gardiennage. C'est-à-dire, ils arrivent, et comme ils n'ont aucun poids, ils gardent les enfants, ils leur font un petit quelque chose, ils essayent d'être dans la continuité de ce que faisait le professeur titulaire de la classe, etc. Alors, je leur ai proposé la chose suivante, de mettre un EPCC adapté. Je prends l'exemple d'une journée de remplacement, une journée. Ben, le professeur arrive, sans même prendre en compte ce que les élèves avaient vu avec le prof, mais il s'inscrit quand même dans la continuité du programme. Et il traite une partie, il arrive le matin en disant aux élèves, je vous préviens, on va traiter ça, mais il leur dit qu'en fin de journée, ils auront une évaluation, pas forcément nominative, ça c'est laissé à la liberté de chaque prof, nominative ou non, sur ce qu'ils ont vu le matin, c'est des exercices à l'identique. Donc ils traitent des exercices, 4 ou 5, les élèves ont une demi-heure, c'est la séance de questions-réponses, et ensuite ils ont contrôle. Le professeur donne les résultats, le professeur remplaçant donne les résultats au professeur de la classe, il peut les donner en termes de pourcentage. Voilà, je leur ai posé telle chose, je leur ai traité telle chose, voilà, combien d'élèves ont su faire, combien n'ont su pas faire, ça peut être nominatif ou non. Moi j'aime autant non nominatif. Et les retours sont très 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 encourageants, très favorables. Ça améliore considérablement le statut de titulaire remplaçant.
parce que le titulaire remplaçant joue vraiment un rôle. À la fin, il dit, voilà, je leur ai traité ça, et il communique au professeur titulaire de la classe, voilà quels sont les résultats. Il y a énormément de points positifs. Vous trouverez leurs témoignages, des deux, Romain Party et Marie Thomas, sur notre site. Vous y reportez et vous trouverez les témoignages détaillés. Voilà, on a fait le tour. Alors maintenant, pour les ateliers, donc on va déborder, j'ai prévenu, hein, c'est-à-dire qu'il était prévu en fin de journée. Le dernier quart d'heure, c'était mon intervention. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, donc celle-là, elle saute. Je dirais 2 minutes pour faire le bilan des journées. Et donc, les ateliers, moi, je propose que ça dure jusqu'à 17h. Ensuite, oui, on va le faire. Et ensuite, à 17h, on se retrouve quand même en plénière. 17h, on fait le temps qui reste, voilà, 17h. Pour faire un petit bilan, si c'est possible, s'il y a les animateurs d'atelier, mais très succinctement, étant entendu qu'après, vous pourrez trouver toutes les informations sur le site, il y aura des comptes rendus d'atelier.